Et je vous propose d'accueillir Dr Gaeta pour donc la présentation sur l'esthétique, le sourire via les facettes Lumineers. Je vous invite aussi à mettre du coup tous vos consoles de traduction. Le docteur va parler en italien et ce sera traduit de façon simultanée. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Merci d'être ici présents, même à cette heure tardive. Je voudrais remercier le docteur Nègre et Tébert parce qu'il me permet de commencer mon intervention. Il a parlé de manière très intéressante d'une implantologie vers une implantologie humaine, artistique. Et je pense que c'est vraiment la frontière de la médecine et de notre dentisterie. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être un cours très rapide sur l'amélioration esthétique, finalisé à l'individu, plutôt qu'à un concept de chiffres. Bien que notre époque, évidemment, utilise des ordinateurs, des calculateurs pour arriver à la meilleure précision. On va d'abord voir une vidéo qui représente mon concept d'esthétique. Ce sont 3 minutes et ensuite je commencerai mon discours. The sun begins to fade. Enough time to figure out how to chase my blues away. I've done alright up until now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. Spinning through the town. Sooner or later the fever ends and I wind up feeling down. I need a man who will take a chance on a love that'll burn hot enough to last. My lonely heart cold. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody, but with somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody, but with somebody who loves me. Don't you wanna dance with me, baby? Don't you wanna dance with me, boy? E allora, questo è quello che noi
Et donc c'est ce que l'on est et ce qu'on représente, cet aspect humain des choses, comme je l'ai dit auparavant. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant dans notre profession également. Donc, est-ce qu'on peut définir la beauté? Si je vous pose la question, tout le monde aurait une définition différente de la beauté. Et en médecine, on a vraiment changé d'idée et sur le fait que ce n'est pas quelque chose qui est si simple, puisque pour le cerveau, il suffit qu'un centième de seconde, donc vraiment une fraction de seconde, pour définir le concept esthétique. Et si ensuite je suis vraiment intéressé à cet aspect, ce visage, ce sourire, il y a quelque chose qui s'allume dans mon cerveau, dans la partie limbique. Donc, d'abord, c'est le cortex cérébral qui s'active et qui envoie une impulsion à la zone limbique. Et c'est là que ce concept d'esthétique est élaboré. Et donc, on a donc appris que ce système fonctionne grâce à des molécules chimiques qui rejoignent des organes internes, par exemple le cœur, le foie, la peau. Et on active donc dans ce processus d'élaboration tout le corps. Par exemple, ce n'est pas seulement notre cerveau qui travaille comme une machine, mais c'est tout le corps, comme si on était un corps pensant. Combien de fois on se dit, c'est vraiment une sensation que je sens sur la peau, j'ai la chair de poule. Et ça, c'est dû à un processus nerveux, à une image classique. Quand on aime quelqu'un, c'est le cœur. On a toujours considéré le cœur comme une pompe, une machine, c'est l'organe le plus mécanique. Mais en fait, c'est pas ça, c'est une partie du tissu nerveux. Et donc, ce morceau de tissu nerveux reçoit un message du cerveau. Et donc, le cœur bat fort. Et dans la culture chinoise, par exemple, on peut dire que certains organes sont les plus importants. Donc, c'est le cas pour le foie. Donc, on ne dit pas je te donne mon cœur, on dit je te donne mon foie. Mais ce foie aussi arrive, donne des signaux au cerveau. Donc, cette capacité de saisir l'harmonie parfaite. L'esthétique, c'est différent de la cosmétique, puisque la cosmétique, c'est aussi notre travail, ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire essayer de maquiller les choses, de faire un maquillage afin que les choses soient plus belles. Et on l'utilise très souvent, mais c'est quand même différent de l'esthétique. Il y a quelque chose qui est très important, on ne peut pas approfondir l'esthétique, mais c'est vraiment le nombre d'or. Donc, pourquoi ça nous intéresse en tant que dentiste? Qu'est-ce que c'est que ce nombre d'or? C'est 1,618, c'est ce chiffre qui dit que la forme géométrique parfaite, c'est pas le carré ou le cercle, mais un rectangle. Un rectangle qui a un rapport entre la base et la hauteur qui est de cette valeur. Et donc, c'est la forme parfaite. Et c'est quelque chose qu'on voit toujours dans la nature humaine. Pendant que moi, je suis en train de parler, et vous verrez les images, les diapos, vous êtes en train d'utiliser cette règle du nombre d'or. C'est quelque chose qu'on utilise comme si ça nous appartenait. Les Égyptiens, les Romains l'ont utilisé, et les Grecs également. Si on pense aux églises de Paris, par exemple, ces églises ont toujours comme base un rectangle. Le téléphone portable, c'est un rectangle également. Les feuilles sur lesquelles vous êtes en train d'écrire, c'est un rectangle également. Et donc, si on nous offre quelque chose de différentes formes, on a l'impression que c'est quelque chose qui est moins acceptable, moins beau. Et on le retrouve également, ce concept, dans le corps humain, puisque la distance entre le nombril et la plante des pieds dans une personne régulière et symétrique, c'est ce rectangle. Par exemple, on a la même chose avec le coude et la pointe des doigts. Donc, c'est une forme qui se répète. Et pourquoi ce rectangle ce cadre fascine tout le monde? Parce que Leonardo da Vinci était quelqu'un dont Mona Lisa était amoureuse, ou bien par rapport à ce rectangle, puisque Da Vinci, en réalité, connaissait très bien ce rectangle. Et donc, on a parlé de
du passé, mais ici on a un photographe aussi, des photographies d'un photographe très connu, et ici vous voyez donc les visages, et si on les analyse, ces visages sont des rectangles parfaits. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on répète et que l'on utilise constamment dans notre vie quotidienne. Combien ça intéresse les dentistes? On le voit ici dans cette étude. On a utilisé 90 visages, 50 femmes, 40 hommes, qui ont été analysés par un public. Et quelle est la conclusion? Que plus les visages avaient des rectangles au sein de leur aspect, plus ces visages étaient attrayants, plaisants. Plus on s'éloignait de cette forme, moins les visages étaient attrayants. Et donc, un de nos pères de la dentisterie, Enriquez, nous a exposé également des concepts liés à ces rectangles. Et donc, plus on s'approche à ce nombre d'or et à la céphalométrie de Dickens, plus cet aspect sera significatif. Ce rectangle donc parfait, on le retrouve également dans les dents ici sur cette image. Mais comment on peut affronter le patient quand on s'adresse à lui ou quand il s'adresse à nous pour affronter le problème esthétique? Ce qui est important, c'est de voir le patient dans son entier. Donc une photo du visage. On va couper cette photo en deux parties égales. Avec un ordinateur, évidemment, c'est plus simple. Et ensuite, une fois que le visage est divisé, on recompose le visage avec les deux moitiés. Donc on aura d'abord un visage avec les deux moitiés droites, ensuite un visage avec les deux moitiés gauche. On obtiendra donc un deuxième visage. Et ensuite, on fait une comparaison des trois visages, c'est-à-dire les deux moitiés droites, les deux moitiés gauches et le visage naturel. J'ai une question pour vous. Quel est le visage qui est plus fascinant de ces trois? À votre avis, c'est lequel qui vous semble le plus beau? Normalement, le 90% d'entre vous dit le premier. Mais c'est parce qu'on s'inspire à un modèle, à un prototype. Et c'est celui-ci, je pense que vous le connaissez, une femme et un homme très beau, ex-mari et femme. Mais si on regarde avec attention leur profil, c'est le même profil. Ça, c'est pas de la génétique, c'est une chirurgie maxillofaciale. Et donc, c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est un prototype esthétique qui est très demandé. Et je vous mets à l'épreuve d'essayer de trouver quelqu'un qui a un beau visage, que ce soit un homme ou une femme, et je suis sûre que vous retrouverez ce caractère qui est un caractère esthétique recherché. On le voit par exemple dans le visage de Nefertiti, avec sa biprotrusion, qui est l'équivalent d'une chirurgie maxillofaciale. Un autre petit concept avant de parler des facettes, si vous regardez ces modèles avec attention, vous voyez qu'ils ont été mis dans des sens pour l'esthétique. Et pourquoi le photographe les a mis dans cette position avant de prendre la photo? Par rapport au critère du V. Quel est le critère du V? Toujours dans la vision de la reconstruction du sourire et pas des dents. Le V, c'est un synonyme de puissance esthétique. Combien de V sont recréés par les jambes de cette femme? Même avec le talon aiguille. Si je demande aux femmes qui sont présentes ici dans un magasin de chaussures, si on voit une chaussure avec un haut talon et si on voit une chaussure plate, qu'est-ce qui vous attire le plus? Évidemment, celle qui est avec un talon haut, même si vous ne porteriez pas normalement ces chaussures. Et c'est à nouveau un motif esthétique qui revient. Pareil pour les montres. Vous verrez que toutes les montres indiquent toujours 10h10. Et c'est pas parce que le photographe prend toujours les photos à 10h du matin ou 10h du soir, mais c'est toujours ce rappel au V et à la puissance esthétique pour attirer notre attention.
Et encore une fois, Leonardo da Vinci, avec ce petit dessin qui est exposé ici à Paris durant ces jours-ci, donc l'homme de Vétruve, avec la forme géométrique parfaite. C'est un signe de puissance esthétique qu'on retrouve dans un sourire. Et on le retrouve également dans ce visage où tous les V étaient dans un sens vers le haut par rapport au V mis au contraire en sens inverse quand on voit les signes du temps. Donc, combien ce sourire est important? Selon vous, le sourire, il est important pour cet homme ou il est beau, peu importe, même sans ce sourire? Regardez ce qui se passe si je crée un diastème à Julia Roberts ou que je casse une dent à Brad Pitt. On a tout de suite une idée différente. Donc le sourire peut vraiment faire la différence et les chirurgiens plastiques le savent très bien. Ce sont des personnes normales ici auxquelles on a juste changé le sourire. Mais tout change. La condition de soi, l'aspect esthétique, le maquillage entre guillemets. Ici, c'est la même personne qui est arrivée chez nous. Elle a une coupe de cheveux différente, elle a caché ses boutons. Et ici, c'est les mêmes personnes, mais on a l'impression qu'on lui a fait un lifting. Il n'y a aucune chirurgie. C'est juste le sourire qui a permis de faire ce facelifting sans lifting. Ici, on a aussi le même homme. Et ici, on a des solutions aussi qui sont peu agressives et semblables aux facettes. Donc, on a vraiment en main la possibilité de changer et transformer complètement un visage. C'est pourquoi je retourne à ce concept de dentisterie qui n'est pas dogmatique, mais qui est personnelle, humaine et personnalisée. Et donc, on ne doit pas se concentrer sur les détails, mais sur le champ visuel en entier. Puisque ça n'intéresse pas seulement les personnes. Personne marche dans la rue avec une loupe ou un ouvre-bouche. Donc, ce qui est important, c'est vraiment à 1,5 mètre de la personne pouvoir voir son sourire. Et c'est ce que moi je fais avec les patients. Donc c'est vraiment le patient et pas le détail qui m'intéresse. Ici, on va voir un cas clinique. Cette fille a 24 ans. La première chose qu'on a dit, c'est une photo du visage. Mais quand je lui ai demandé de sourire, évidemment, ça, c'était son sourire. Donc, inexistant. Elle ne montrait pas ses dents. Et j'essaie de lui dire, pour que je puisse voir ton sourire, il faut vraiment que tu me fasses voir un tout petit peu tes dents au moins. Et impossible. C'était ce qu'elle montrait le plus possible. Bien qu'elle avait des lèvres épaisses et charneuses, et elle n'avait pas beaucoup de problèmes au niveau des dents, il y avait juste quelques obturations. C'était vraiment au niveau des détails. Et donc ici, pour mieux comprendre ce qui se passait, une empreinte et ensuite la cire. Donc à la cire et pas virtuelle comme on fait normalement. Et avec ces modèles, je commence à comprendre un peu la situation. Donc de ce sourire, on passe à ce sourire-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On sait qu'en fonction des critères esthétiques, l'arc dentaire supérieur doit être parallèle à la ligne de la lèvre inférieure. Mais dans ce sourire, c'était une ligne plate, c'était un sourire mort. Donc, on a fait en sorte que l'arc supérieur suive l'arc de la lèvre inférieure. Et on l'a fait seulement avec une empreinte, de manière non invasive et avec ces facettes pelliculaires qui sont donc lumineers pour maintenir les dents et la structure de base. Et donc évidemment maintenant on voit qu'elle sourit comme une personne de 24 ans et elle ressemble à une personne de 24 ans puisqu'avant elle ne montrait absolument pas ses dents. Donc comment on le fait? On le fait avec ces facettes. La facette, c'est une substitution de l'émail et de la dentine avec une superficie de céramique qui n'est pas soutenue par un autre matériau. Normalement, pour avoir une résistance juste, on a besoin d'une épaisseur de céramique qui est autour de 1 millimètre. En dessous, on risquerait la fracture. Et donc, avec les méthodes traditionnelles, vous voyez ce qu'on fait. Tout d'abord,
rétraction au niveau de la gencive. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle. Une clé de hauteur pour les éléments dentaires. Et ensuite, la préparation. Mais regardez avec attention ces dents. Pour vous, est-ce que c'est une préparation minimale ou non? Pour moi, je suis un pathologue. Pour moi, j'ai déjà fait 3 grandes erreurs. Tout d'abord, pourquoi j'ai mis le fil rétracteur? Quel sens a ce fil? J'ai insulté la gencive, mais c'est vraiment juste pour un problème personnel, parce que je dois cacher quelque chose qui ne doit pas se voir pour l'esthétique. Donc je ne le fais pas pour un motif fonctionnel, mais seulement un motif esthétique. Et comme je ne peux pas être précis, parce que ma main n'est pas la main d'une machine, il faut que je cache ces imprécisions. Mais si je pouvais ouvrir tout le socle interdentaire, j'aurais une superficie d'1 mètre environ. Et c'est l'organe plus important de ma bouche. Vous vous demandez pourquoi, après l'intervention, on en a parlé tout à l'heure, tous les matériels, pourquoi après on referme et après, au bout d'une semaine, tout est soigné? Essayez de le faire sur un bras, sur un tibia. On obtiendrait une nécrose. Donc, ici, on a toujours une guérison rapide. Vous vous demandez pas pourquoi on claque tout le temps des dents? Parce que ces os sont vraiment une force supérieure à tous les autres os. Et où est-ce que se trouve? À l'intérieur de ce socle. Et donc, c'est là que se trouve aussi ma défense immunitaire, dans ce fluide. Et ce système de défense incroyable dans un environnement qui est vraiment très sale, dans la cavité buccale, parce qu'on a ces défenses. Et donc là, je referme ma préparation et ensuite je me plains parce que la gencive est inflammée, parce que je dis au patient qu'il est pas capable de bien se laver les dents, etc. Mais non, c'est la gencive qui se rétracte et qui diminue un peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé toute la protection naturelle du dent, qui était l'émail. L'émail, c'est 99% de substances inorganiques. Et donc là, on a la dentine. 70% inorganique et 30% organique. Donc, comme tout ce qui est organique, c'est-à-dire l'eau dans mon corps, je le perdrai. Et donc, en plus d'avoir perdu cette protection, qu'est-ce que j'ai perdu? Une chose fondamentale pour mes facettes, c'est l'adhésion. Et c'est pourquoi on a les facettes qui s'infiltrent, qui se détachent, qui se décollent. Donc, si j'ai pas d'épaisseur, je peux pas avoir une bonne adhésion. Ici, on a même la préparation minimale. Minimale parce que j'ai pas préparé toute la dent. Mais pour moi, c'est quelque chose de très agressif. Le fil tracteur jusqu'à la conclusion. On va voir le cas de cette jeune fille. Qu'est-ce qui ne va pas dans son sourire? Qui ne plaît pas à l'aspect visuel, latéral. Pas parce qu'on est dentiste, mais parce qu'on le voit. On voit que c'est un élément de prothèse. Pourquoi? Parce qu'il y a un implant, parce qu'on a caché le titane, etc. Donc le technicien doit ajouter de l'opacité, et trop d'opacité, ça donne cette impression de manque de translucidité et donc de quelque chose de trop opaque. On essaie donc de mettre 3 facettes traditionnelles et une nouvelle couronne sur cet implant. Donc ici, elles sont traditionnelles, avec une préparation minimale. On change l'inclination. On avait le provisoire et maintenant vous avez le travail fini avec les 3 facettes. Et donc maintenant, l'effet esthétique est meilleur. Il est supérieur. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Regardez cette photo.
L'esthétique s'est améliorée. Mais maintenant, je n'ai plus les mêmes proportions entre la canine et la dent centrale, qui devrait avoir la même dimension. Mais c'est une fille, j'ai déjà été très agressif pour améliorer ce problème. Donc, je voudrais faire quelque chose de moins invasif. Et donc, la solution, c'est par exemple Lumineers, avec une simple empreinte. Positionnement, adhésion sur l'émail, donc céramique, émail, c'est la meilleure adhésion possible. De cette façon, on ne peut pas enlever, on ne peut plus enlever cette facette. Peut-être juste avec un petit marteau ou une fraise pour pouvoir réussir à enlever, parce que c'est vraiment la meilleure adhésion possible. Donc maintenant, on va voir une addition. Ici, on a une fille avec un diastème et elle veut vraiment changer les choses. Donc ici, on a la condition. Si je crée seulement 2 facettes pour les dents centrales, je créerai des dents centrales énormes. Et donc, quelle est la décision? De faire 2 facettes très, très petites. Donc on a 2 Lumineers. Vous les voyez ici. Et donc, voilà ce qu'on a fait. Avec une procédure d'adhésion. On polymérise, on bloque la facette et ici vous avez le résultat final. Parfait, stable et durable dans le temps, qui n'est pas agressif vers l'organe. Et c'est ça qui nous plaît. Mais qu'est-ce qui rend ce système différent par rapport au système traditionnel? C'est très simple. La céramique, la porcelaine, on peut dire aussi, qui est différente. Je ne vais pas vous donner la classification des céramiques, mais il faut vraiment faire juste une petite différenciation. On a les vitrocéramiques et les céramiques oxydes, qui sont ensuite alors aussi divisées à nouveau avec 3 différents types pour les vitrocéramiques, par exemple renforcées à la lucite, au lithium et avec la Power Liquid. Ici, on a aussi les céramiques polycristallines, les céramiques de phase d'interpénétration. Et ici, vous pouvez voir la résistance à la fracture de ces céramiques, donc à la pression. Donc, si on pouvait choisir du point de vue esthétique, il y a un problème qui se crée, puisque plus la résistance est élevée, moins l'esthétique est élevée. Donc, on a plus de force, mais moins d'esthétique. Et donc, en dentisterie, on ne peut pas utiliser de vitres amorphes. Donc, le standard, c'est celle-ci. Donc, les feldspaths qui sont renforcés à la leucite et qui ont donc des nanocristaux. Vous voyez la différence avec le lithium? On a vraiment une différence ici très importante. C'est à nouveau le mur. On a donc des disilicates qui sont à un faible contenu de lithium qui permet un meilleur passage et qui se rapproche à la résistance des céramiques, environ 250 mégapascales. Et donc, à ce moment, il vaut mieux choisir les céramiques qui sont renforcées à la lucite. Puisque vous les voyez ici, elles sont très dures, par exemple, si on pense à celles qui sont interpénétrantes. On a un problème de résistance au niveau des mégapascales. Puisque si on arrive à 600, on ne parle plus de biointégration, on risque de tout détruire. Donc, la céramique ici, Cérinette, que vous voyez, ici on a les petits cristaux de leucite. Ici on a une autre céramique esthétique qui est très bonne. Ici vous voyez l'Empress, Empress. On voit qu'il y a des petits spots noirs, des points noirs, qui sont des zones de micro-craquures
craquelure de la céramique, puisque de la poudre, de la poussière à ce produit fini, il y a une cuisson à température très élevée pour la céramique, à plus de 1400 degrés. Et donc, durant cette cuisson, on a des micro-spots qui se créent au sein de la leucite. C'est pourquoi on a besoin d'une épaisseur plus élevée de la céramique. Et si on avait une épaisseur trop élevée, la facette risquerait de se craquer et de se fissurer pendant le processus de mâchement, par exemple. Et donc ici, avec Syrinate, on passe de 500 degrés à 1400 degrés dans la cuisson. Il n'y a pas de choc thermique et du coup, on peut obtenir des facettes qui sont si souples et si minces qu'on arrive à moins de 0,3 mm avec la même résistance. Évidemment, ensuite, vous pourrez vous informer un peu plus avec une bibliographie parce que c'est vraiment, on a une littérature très fournie. Mais ce que je veux dire, c'est que la seule céramique qui est sur le commerce avec le meilleur indice de résistance maintenant, c'est celle-ci. Vous la voyez ici, 250 mégapascales. Même si c'est une céramique felspastique, et vous voyez même la finesse qui est une très bonne céramique, mais qui ne va pas pour les facettes ultra minces. Un autre aspect qui est très important, c'est la translucidité. La translucidité qui est beaucoup plus élevée, 176% en plus par rapport au disilicate. Et la translucidité est fondamentale. Elle est fondamentale parce que si je n'ai pas de translucidité, l'adhésion sera aussi altérée. Parce que la lumière doit passer à travers pour pouvoir polymériser le composant. Et s'il n'y a pas de translucidité, la lumière ne peut pas passer et donc la facette se décolle. Évidemment, je peux mimer. Ici, on a Caravaggio, un tableau de Caravaggio qui crée ces ombres et ces lumières, mais c'était un artiste, lui. Cette dent en céramique est faite par un artiste. Il y a au moins 20 masses différentes ici pour obtenir ces résultats. Il y a du gris, du noir, du bleu, du marron. Ici, la lumière ne passe pas. Mais lui, c'est l'artiste qui réussit à montrer comment la lumière doit passer. Et en fonction de ça, on met les couleurs. Donc moi, j'ai l'impression que cette dent est transparente, mais en fait, elle n'est pas. Mais combien il y a d'artistes techniques? On peut les compter sur les doigts de la main. Et si on veut une facette faite par un artiste, il faut la payer 2, 3, 4 000 euros et ensuite il faut la vendre aux clients également. Ici, vous voyez une autre facette en ciment. Vous voyez comment la lumière passe. Il n'y a aucun obstacle ou barrière à la lumière. C'est donc important pour la polymérisation. Ici, on a une dent naturelle et il y a un instrument qui s'appelle spectroscope qui nous aide à identifier les caractéristiques des dents. Ici, vous voyez, on a sur la dent naturelle, on a dentine D3 et une émail dans cette zone. Donc, si je donne les informations à mon technicien, il réussit à me faire une dent qui est la plus semblable à la dent naturelle. Avec le spectre, on peut voir aussi les masses. Donc ici, on voit D3, C3, A2, 3A. Toutes ces informations sont vraiment importantes pour pouvoir recréer la dent. Je vois aussi le côté opaque du dent, donc de l'émail. Maintenant, on fait un test. Si on met une facette lumineuse sur cette dent, ici, vous la voyez, d'une couleur qui est connue, puisque c'est 0,3. La couleur, c'est B3 pour cette facette. Et ensuite, je la mets sur le spectre. Et qu'est-ce que me dit le spectre? Ici, on a une dentine A1. Ici, on a une B1 et ensuite, on a une émail B1. Mais moi, ma question, c'est, moi, j'ai utilisé que le B1 comme couleur. Donc, pourquoi j'ai aussi l'A1 maintenant? Ici, vous voyez toutes les masses, A1, A2, C1, B1, D2, D3, j'ai toutes les couleurs. Donc, il n'y a aucun filtre à la couleur naturelle de la dent. Et ça permet vraiment d'avoir un effet naturel. Ça ne bloque pas non plus l'opacité.
Et la couleur et l'esthétique est vraiment quelque chose de très important. Mais si vous me dites, si vous avez un patient avec une dent trop transparente et que vous mettez une facette transparente, alors on voit tout. Non, parce que c'est la seule facette qui a 3 différentes opacités. Donc 30%, 50% ou 75%. Et donc je peux choisir l'opacité de cette céramique. Et je peux aussi avoir des ciments de caractéristiques uniques avec différents degrés d'opacité. Je peux avoir là un blockout qui est opaque à 70% ou ultra bound à 30%. Et je peux également les mixer pour obtenir un 40, un 50, jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat final. Et on a également toutes les couleurs de l'échelle avec 10 super couleurs. On a vraiment toutes les couleurs disponibles. Généralement, vous avez juste 2 couleurs, un émail et une dentine. Ici, vous avez tout pour pouvoir varier, corriger et cimenter pour obtenir le meilleur résultat. Une autre chose, pardon. Si je ne fais pas de préparation de la dent, une question que vous pourrez me poser, c'est je colle une facette, même si elle est très mince, 0,3, qu'est-ce qui va se passer dans la zone où on peut avoir une rétention de plaque, par exemple? Vous voyez ici l'étude de Chan, avec préparation, sans préparation. Les index de la gencive, de la plaque et des saignements. Les valeurs sont toujours plus basses par rapport aux facettes traditionnelles. Donc, il y a une meilleure performance. Et pourquoi? Parce que les bords lisses donnent plus de santé parodontale. Ici, j'ai une dent naturelle, une colonne sur un plan et une facette. Regardez la muqueuse sur cette facette lumineuse. C'est celle qui a la meilleure performance en absolu. Il y a vraiment une santé parfaite parodontale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a avec toutes les facettes lumineuses. Ici, on voit avec 2 incisives inférieures, avec le contrôle à 5 ans, je n'arrive plus à voir où est-ce qu'il y a la racine, où est-ce que il y a l'émail, la dentine. Vous voyez vraiment aussi la muqueuse gingivale avec une parfaite sécrétion. Vous voyez ici cette muqueuse. On a l'impression que c'est une muqueuse, une fausse muqueuse en gomme. Mais comment je réussis à l'obtenir? C'est très simple, parce que ces facettes sont finies avec un système en bouche. Donc, je polis et je vais lisser un peu, gommer les angles. Et donc, il n'y a plus de passage. Vous avez la céramique qui finit dans le ciment. Et c'est pour ça que vous avez les conditions de santé parodontale. Encore une autre chose, même si on a 0,3 mm d'épaisseur, on peut avoir toutes les caractéristiques. Ici, on a un laboratoire qui s'adresse également à celui français, où on obtient vraiment des traits qui ne sont pas stratifiés, mais qui sont vraiment comme une glaze sur les facettes. Et donc, on a vraiment cette personnalisation de la dent. Ici, on voit quelque chose qu'on peut obtenir comme résultat clinique dans des situations très avancées en conservant l'élément dentaire. Tétracycline très, très obscure. Ça, c'est un problème, on l'a vu avant. 0,3 mm, opacité 30%. On est passé de la diapo précédente à celle-ci. Et donc, avec différents ciments, on a réussi à changer complètement cette couleur. Combien de fois on voit des agénésies ou les agénésies de canine, par exemple. Donc, plutôt que de résoudre avec un implant, je peux faire une double facette
avec un élément suspendu, avec une adhésion parfaite, puisque c'est sur les mailles. Et donc, je peux résoudre de cette façon. Et ici, j'ai aussi mis une autre facette pour remettre la dent alignée. Donc, une facette ici, une facette là, avec une inversion du Maryland. Donc, c'est seulement la préparation. Ou bien, la génésie des latéraux. Et ça s'est fait seulement avec une empreinte. En 21-12, il y avait aussi le 31 qui avait été déplacé et on a tout finalisé avec les facettes, sans préparation. On le voit dans des cas aussi très obscurs, très sombres et délicats. Ici, des problèmes parodontaux sérieux d'absorption. Ici, c'est un ami prothésiste. Il était très sceptique des luminaires, mais après avoir vu la solution que j'avais faite à sa femme qui était très jeune, il a voulu aussi faire les luminaires. Et il a dit qu'il les voulait très caractérisés, qu'il ne voulait pas la superficie américaine. Et donc ici, j'ai vraiment utilisé toutes les super couleurs possibles. Vous voyez toute l'anatomie de cette céramique ici. Donc on peut obtenir vraiment ce que l'on préfère. Même si lui les voulait très caractérisés, au final, qu'est-ce qu'il a choisi comme couleur pour ses dents, vous savez ? Je vais vous le montrer. Il m'avait dit qu'il voulait un A4. Au final, il a choisi B0. Donc, au final, fais-moi des dents super claires. Aussi, pour les diastèmes, les solutions des diastèmes, ici, vous voyez, on a une position qui complique la situation et juste avec une empreinte, on a conclu la situation avec les facettes. Et vous rendez les gens heureux avec des solutions rapides et définitives. Juste le dernier cas, juste pour vous montrer une possibilité de preview. Vous avez également beaucoup de systèmes numériques. Celui-ci est vraiment fait avec l'ordinateur de façon très simple. Vous pouvez le faire avec PowerPoint sans utiliser un autre système ou bien Keynote si vous utilisez un Mac. Donc, on fait l'exemple de cette patiente qui arrive au cabinet en disant « Je voudrais avoir une amélioration, mais qu'est-ce que vous pouvez m'offrir ?» Alors, on a des instruments, des crayons pour dessiner les hauteurs, des paraboles, etc. On doit donc créer et recréer des espaces de la bouche pour avoir un sourire satisfaisant. On peut aussi décrire aux patients comment changer ces paraboles. Donc, où est-ce qu'on va faire une gencive on peut enlever de la gencive avec des solutions radiofréquences. Et donc, on décrit aux patients ce qu'on va faire avec ces systèmes numériques digitaux, avec un printing, c'est un laser donc qui va imprimer le résultat final. Vous savez que maintenant avec les lasers, les imprimantes laser, on peut construire des maisons. Donc vous pouvez bien penser qu'on réussit à recréer des dents avec une précision très haute. On a des galeries de dents naturelles et donc je choisis la galerie de la forme qui me plaît et je choisis l'opacité puisque comme vous avez vu, cette céramique peut avoir différentes opacités. Et ensuite, je mets les facettes sur les dents. Donc, c'est vraiment un jeu. Tous les digital design sont des jeux, mais ici, vous pouvez voir les protrusions, vous pouvez voir la latérale droite, latérale gauche. Et si le client, le patient est satisfait, je peux lui fournir ensuite la cire afin de pouvoir ensuite créer ce mock-up en résine qui permet donc de bien refaire les paraboles et ensuite appliquer les facettes définitives. Et si vous voyez le résultat final, on est vraiment très proche du petit jeu qu'on avait fait. Et donc maintenant, on lui a redonné une esthétique conservatrice
seulement avec une preview. Donc on a vraiment un résultat très simple, économique et actuel. Donc c'est un peu toute la philosophie de l'entreprise que TBR propose en France, avec Martine, qui est une amie très proche. Et ce qu'on peut faire avec la philosophie toujours de la meilleure conservation, meilleur résultat final, c'est vraiment ce à quoi on aspire. Une intégration parfaite avec les implants Z1 aussi sur les stériques. Pensez vraiment, souvenez-vous que c'est de la céramique. On peut faire des couronnes, on peut faire des bridges, on peut faire tout ce dont vous avez besoin pour obtenir ces résultats. Je vous remercie pour l'attention. J'espère que j'ai réussi à maintenir les temps. Merci beaucoup, Dr Gaeta. Donc, si certains ont quelques petites questions, on a encore un petit peu de temps si vous le souhaitez. Ces facettes, tu les conseilles à partir de quel âge ? Désolé, mon français est vraiment très mauvais. Malheureusement, je le comprends, mais j'arrive pas à parler. Votre langue est trop belle pour être détruite par moi. Donc, quel âge? C'est pas une méthode agressive, donc j'utilise beaucoup, même dans l'âge évolutif. Donc, par exemple, dans les grosses fractures des éléments frontaux, dans les agénésies. Donc c'est vraiment très conservateur, c'est une approche très conservatrice, pardon. Sì. Ouais. Lo spegne lui. Juste une question. Qu'est-ce que tu utilises au niveau de l'opacité le plus? Plutôt du 30, plutôt du 50, plutôt... Alors, moi, je préfère 30%. Mais si vous demandez au laboratoire, on nous envoie 50%, mais moi, j'utiliserai jamais le 70%. J'utiliserai jamais les facettes à 70% parce que j'aime pas leur opacité. Pour moi, le 70%, j'ai jamais utilisé. Je préfère 30%. Au début, utiliser 50, c'est peut-être la meilleure solution. Et ensuite, vous pouvez changer l'opacité avec le ciment. Et une fois que vous avez commencé, vous n'aurez pas le choix. Vous utiliserez toujours le 30%. Même quand vous aviez des images très sombres, c'est aussi le 30%. Et le laboratoire ne voulait pas l'envoyer. Ne voulait pas faire 30% et disait que c'était trop translucide. Mais au final, j'ai joué avec les ciments, avec un neutral, et ça m'a permis d'obtenir ce résultat. Une dernière question ? Sinon, je vous invite toutes. Je vous remercie déjà d'une part tous les orateurs de nous avoir fait l'honneur de parler, de nous exposer leur expertise ce soir. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux au premier symposium TBR et je vous invite à continuer la discussion et la soirée autour d'un petit cocktail dans la salle juste à côté, 342B, il me semble. Voilà, merci beaucoup.